proposer donc ce séminaire à Vive sous la forme de webinaire. Je rappelle que la semaine prochaine, on aura un deuxième, donc par Sébastien. Et on va aussi programmer d'autres dans la série, non seulement par les membres de notre département, mais aussi on va inviter d'autres, y compris à l'extérieur. Bon, Mariko, donc, oui. donc on dit the floor is to you, is for you. Ok, j'essaie de montrer mon écran. Ok, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui. Ok, Oui. parfait. Ok, c'est ça. Bien, donc je commence. Je m'appelle Mariko Sebastiano, je suis un postdoc à l'Museum dans le groupe FIMA avec professeur David Costantini. Et aujourd'hui, je fais cet webinaire sur les facteurs de stress environnementaux, les contaminants et la physiologie des oiseaux de mer. Donc, on peut considérer le stress comme l'ensemble des réactions produites par l'organisme pour s'adapter à un changement de situation. Et pendant cette présentation, je vais parler un petit peu des différents facteurs de stress, de la cascade hormonale après une exposition au stress. Et ensuite, je vous parle de la relation entre les contaminants environnementaux et la physiologie, et en particulier la physiologie des oiseaux de mer. Chez l'homme, on connaît plusieurs facteurs de stress. Une importance majeure, c'est attribuée à les stress psychiques comme l'anxiété, la peur, le traumatisme psychique, mais aussi les stress sociaux et relationnels, c'est très important, comme l'acceptation dans la société, les sentiments de rejet par les autres ou les sentiments d'incertitude, donc trouver sa place dans la société. Par contre, ces facteurs de stress ne sont pas assez importants chez les animaux de faune sauvage parce qu'ils sont exposés à des autres facteurs de stress plus importants, les stress environnementaux. Pour exemple, les changements rapides des températures et les phénomènes météorologiques sont des facteurs de stress bien connus. Dans les dernières années, on a parlé beaucoup de stress à cause du déclin des ressources trophiques. Pour les oiseaux de mer, le déclin des ressources trophiques peut être direct avec une surpêche, mais aussi un effet indirect avec la pêche des grands prédateurs marins. Pour exemple, les thons chassent tout ensemble, en groupe, et ils ont cette capacité de pousser tous les petits poissons vers la surface de l'eau. Et donc, les oiseaux sont bien associés avec les thons, par exemple, parce qu'ils sont capables, en ce moment ici, ils sont capables de voir les petits poissons et de les capturer. Et donc, il y a une forte association entre eux. Ensuite, une source de stress environnemental, c'est bien sûr une réduction de l'habitat. Ça peut avoir des conséquences comme une augmentation de la compétition pour les ressources. Ou imaginez avec les oiseaux de mer, la majorité niche dans des petites îles. Donc, il n'y a pas grand-chose, grande place. Et une réduction de l'habitat pendant dans les lieux de reproduction, ça peut créer des effets, une augmentation du stress parce que, par exemple, les oiseaux sont trop proches l'un de l'autre ou il n'y a pas assez de place pour tous les oiseaux pour se reproduire. Et bien nettement, on connaît bien le stress causé par la pollution, comme la pollution lumineuse. Ça, c'est important pour les oiseaux migrateurs, par exemple. Mais il y a des autres études qui l'ont montré comme une augmentation de la lumière pendant la nuit, par exemple.
il peut interagir négativement avec la production des hormones qui contrôlent les cycles nuit-jour chez les oiseaux, comme la mélatonine. Et imaginez aussi pour certains oiseaux, par exemple pour des prédateurs nocturnes, une augmentation de la luminosité dans la nuit, il peut réduire leur succès de capturer les proies. On a une pollution des plastiques qui, dans les dernières années, a augmenté beaucoup notre sensibilité vers ce type de pollution. Et ça a un effet, la majorité des cas, un effet direct sur la mortalité des oiseaux et en particulier sur les jeunes parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les plastiques. Il va ingérer les plastiques et donc ça peut causer la perforation de l'estomac ou des problèmes de digestion et causer la mort des oiseaux. Et ensuite, on a une pollution chimique. C'est bien étudié et bien connu à cause d'une émission directe de polluants dans l'atmosphère ou à cause d'une émission de polluants chimiques dans les fleuves ou dans la mer. Et il faut considérer que bien qu'il y a plusieurs facteurs de stress différents, ils sont assimilés au niveau de l'organisme plus ou moins à la même manière. Donc, ils vont stimuler un axe physiologique qui s'appelle axe HPA. Le stress environnemental va stimuler l'hypothalamus qui va produire une hormone qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse est stimulée pour la production d'une autre hormone qui va agir sur la cortex surrénal pour la production de glucocorticoïdes, c'est ce qu'on appelle les hormones du stress. Et dans les oiseaux, le corticostérone est l'hormone du stress. Mais il faut dire aussi que le stress n'est pas forcément une chose négative. En fait, sur une petite période, le stress peut être stimulant. On appelle ça stress aigu. Et ça permet de se concentrer sur les choses essentielles et pour exemple, faire des réponses rapides pour faire face à une condition. Imaginez, par exemple, un oiseau chassé par un autre oiseau. Bien, de manière très rapide, il y a une série de changements comme un détournement de l'énergie vers les muscles en exercice, une stimulation de la fonction immunitaire, une inhibition du comportement reproductif, de l'alimentation et de l'appétit, ou une augmentation des niveaux de glucose au niveau cérébral. Tous ces changements ici sont très rapides et sont importants pour augmenter la survie des oiseaux. Et les oiseaux de mer sont constamment exposés à des facteurs de stress aigus comme la prédation ou le changement des conditions météorologiques rapides. Mais quand le stress est à un niveau trop élevé et ça perdure dans le temps, on appelle ça stress chronique. Cette typologie de stress a un impact délétère sur de nombreux aspects de la vie animale, comme faire face à des maladies ou prendre des décisions importantes, comme se reproduire ou non. Une augmentation de l'hormone de stress corticostérone chez les oiseaux peut avoir des effets négatifs sur la physiologie. Par exemple, un des effets les plus connus, c'est une augmentation du stress oxydatif. Ça correspond à une agression des cellules par des radicaux libres qui sont plus abondants que l'antioxydant cellulaire. Et donc, ça va créer un déséquilibre. Un des effets d'une augmentation du stress oxydatif peut être un dommage au niveau de l'ADN et de télomères. Les télomères sont des séquences répétées d'ADN situées à la fin des chromosomes et qui protègent l'intégrité génomique, l'information génomique. Et on sait que la longueur des télomères diminue à chaque division cellulaire et donc ils sont considérés responsables du vieillissement cellulaire. Donc, une augmentation des stress et donc des stress oxydatifs peut provoquer du dommage à niveau cellulaire. Ensuite, des autres effets d'une augmentation des stress oxydatifs
sont du dommage au niveau des protéines avec un processus de carbonylation ou au niveau des lipides, un processus qui s'appelle peroxydation des lipides. Et cette protéines et lipides sont des composants essentiels de la barrière cellulaire. Et c'est pour ça qu'une augmentation de stress oxydatif dans les cellules, c'est aussi lié à la capacité des cellules de résister à des stimuli étrangers ou des pathogènes. En fait, si on regarde en cellule à gauche une condition de stress oxydatif, on hypothèse qu'une cellule sous stress oxydatif n'est pas capable de répondre à des stimuli de pathogènes, comme les virus, qui sont capables de passer la barrière cellulaire et commencer une infection, mais les cellules en bonne santé sont capables de résister à des infections. Il y a aussi chez les oiseaux de mer, comme ici dans les goélandes, il y a des évidences dans la littérature qu'une augmentation chronique de corticostérone peut diminuer les défenses immunitaires. Dans ce cas ici, ils ont trouvé comme les oiseaux avec des niveaux de corticostérone plus élevés, ils présentent un niveau plus bas de lymphocytes, des cellules qui jouent un rôle essentiel dans l'immunité contre les substances étrangères. Un autre fait très bien connu de l'augmentation du corticostérone de manière chronique, c'est une diminution de la reproduction. En fait, je vais vous parler de l'axe physiologique HPA, mais la production de corticostérone peut agir sur notre axe similaire qui s'appelle axe HPG. Et donc, l'hypothalamus, en ce cas ici, est stimulé par le stress pour produire une hormone GnRH qui va stimuler l'hypophyse pour la production de l'hormone lutéinisante et l'hormone folliculostimulante qui vont agir sur les gonades, donc les ovaires et les testes dans les femelles et les mâles, pour la production des hormones sexuelles comme l'estrogène, le progestérone et le testostérone. En condition de stress chronique, donc des niveaux de stress trop élevés qui perdurent dans le temps, l'autopréservation est plus importante. Donc, les oiseaux, à un niveau physiologique, il y a une réduction de production de cette hormone, de l'hormone sexuelle, et donc une réduction de la reproduction. Pour exemple, on a des évidences scientifiques de cette relation ici. Chez la mouette tridactyle dans les régions arctiques, ils ont trouvé, par exemple, qu'une augmentation expérimentale de la corticostérone a causé une diminution de l'hormone lutéinisante. Et donc, les femelles avec un taux de corticostérone élevé et un taux d'hormone lutéinisante plus bas ne se sont pas reproduits. Des autres évidences, on a aussi avec des oiseaux, ça c'était un pétrel de neige, et ils ont vu comme les femelles avec un taux de corticostérone élevé ne se sont pas reproduits. Ensuite, dans les mêmes espèces, ils ont trouvé aussi que les oiseaux ayant un taux de corticostérone basal plus élevé se sont reproduits plus tard dans les saisons. Et pour les oiseaux, et spécifiquement pour les oiseaux qui nichent dans les régions arctiques, c'est très important d'être synchronisé avec la saison reproductive, avec l'environnement, parce qu'il fait froid. Il faut trouver la nourriture et grandir les poussins. Donc, s'il y a un effet sur les timings de la reproduction, ça peut avoir des effets négatifs sur les succès reproductifs. Mais non seulement le stress empêche la reproduction, mais il peut avoir aussi des effets négatifs sur les comportements parentaux et l'élevage des poussins, donc après la reproduction. Par exemple, chez les albatros à sourcils noirs, des niveaux élevés de corticostérone étaient associés à un faible succès de la reproduction. Et chez la mouette tridactyle, un oiseau qui niche dans les régions arctiques, ils ont trouvé qu'une augmentation expérimentale de la corticostérone réduit la présence en nid. Donc, il y a eu un effet sur les soins parentaux.
Les soins parentaux sont contrôlés à un niveau physiologique par une hormone qui s'appelle prolactine, qui est relâchée par l'hypophyse pendant la reproduction. Et il y a un faible équilibre entre la prolactine et les corticostérones. Donc, une augmentation des corticostérones va réduire la production de prolactine. Et comme ils l'ont montré dans cette étude sur nos oiseaux de mer, ils ont augmenté les corticostérones et ils ont vu effectivement une réduction drastique au niveau des prolactines et ça a eu des conséquences aussi sur les soins parentaux. Donc, les parents étaient moins attachés à leur poussin, à leur nid. Bien, pour terminer cette partie-ci, je voulais faire juste des considérations sur ces facteurs de stress. On a vu qu'il y a différentes sources de stress, mais la plupart de ces facteurs finissent par stimuler la production de l'hormone de stress corticostérone. On a vu aussi que la durée du stimulus est très importante. En fait, le stress devient excessif lorsqu'il se prolonge dans le temps. On a vu que l'augmentation des corticostérone de manière chronique a des effets délétères sur plusieurs aspects physiologiques comme l'immunité, l'oxydation et dommages cellulaires et les voies hormonaux. Et l'un des aspects les plus touchés par l'augmentation de stress, c'est la reproduction. En fait, une augmentation de stress peut avoir un double effet sur les décisions, donc se reproduire ou pas, mais aussi sur l'effort parental après l'éclosion. Maintenant, j'ai fait un petit changement de topic, de sujet. Je parle des différents types de contaminants environnementaux et leur effet sur la physiologie des animaux, des oiseaux de mer. Les contaminants environnementaux ont des caractéristiques qui les rendent très dangereux pour les oiseaux. Par exemple, ils s'accumulent dans les organismes vivants, c'est-à-dire que leur concentration va augmenter pendant le temps. Et ensuite, on a aussi un processus qui s'appelle bioamplification, c'est-à-dire que leur concentration va augmenter de manière exponentielle à tous les niveaux de la chaîne trophique. Donc, les oiseaux de mer qui sont situés à l'étop de leur chaîne trophique sont souvent contaminés, présentent souvent des concentrations très élevées de contaminants environnementaux. Entre les différents types de contaminants, on a par exemple des polluants organiques comme les pesticides. On a de bons exemples de leur effet négatif avec notre étude sur l'effet des DDT. On sent maintenant que les DDT et les dérivés, donc des composés similaires à la DDT, ils perturbent le métabolisme du calcium et donc ça rend les œufs fragiles. Et on a de bons exemples avec les faucons pèlerins. Après, on a des autres typologies de polluants organiques comme les PCB et les PBDS. Et ces polluants sont des substances fortement hydrophobes et donc utilisées dans les circuits électriques. Et ils sont considérés des retardateurs de flammes, donc utilisés pour ignifuer les matériaux plastiques et les textiles aussi. Mais on a des évidences dans la littérature, des évidences des effets négatifs de ces polluants ici à partir de 1970. Par contre, dans les dernières années, on a augmenté notre effort sur l'étude des substances polyperfluorées qu'on appelle PFAS. Cette substance a une activité de surface et stabilité thermique élevée et montre une résistance accrue aux produits chimiques comparée à des autres composés. Et donc, ils sont utilisés presque partout, comme les peintures, les shampoings, mais aussi dans des choses qu'on utilise tous les jours, comme les boîtes à pizza ou les poêles antiadhésives. Et la difficulté avec ces polluants organiques, c'est qu'ils sont produits en grande quantité et c'est difficile de montrer leur effet négatif sur la physiologie des animaux. Et quand on est capable de montrer les effets négatifs, dans la majorité des cas, ils sont régulés. Donc, leur émission et production est régulée, est réduite, mais ils prennent plusieurs années
pour voir une diminution de leur concentration dans les milieux naturels. Pour exemple, cette étude très récente a montré comme dans les régions arctiques, la présence des PFAS, les PFAS sont toujours présentes à de fortes concentrations. Et chez l'ours polaire ou la phoque annelée, même si ces polluants ici ont été régulés, la reproduction a été réduite, il y a une tendance à une augmentation de cette concentration. Donc, il faut vraiment continuer à étudier ça. Les polluants organiques, ils ont des similarités structurelles avec certaines hormones et donc ils peuvent jouer des rôles comme perturbateurs endocriniens. Pour exemple, même à faible dose, ils peuvent perturber les mécanismes hormonaux, par exemple par effet mimétique, en stimulant l'action d'une hormone naturelle, par effet antagoniste, en bloquant l'action d'une hormone naturelle, ou par effet d'interférence sur la production, le transport, le métabolisme ou sur leurs récepteurs. On a des évidences comme perturbateurs endocriniens, par exemple, dans les goélands bourgmestres du Svalbard. Ces goélands sont des prédateurs d'œufs et des poussins, donc situés vraiment au top de leur chaîne trophique. Et ils présentent des taux records de contaminants par les polluants organiques. Et une étude a montré que chez cette espèce, la pollution par les polluants organiques est associée à une réduction de la production de prolactine, qui, comme j'ai montré avant, c'est une hormone impliquée pour la régulation des soins parentaux. Mais il y a des autres évidences qui montrent que l'exposition à les polluants organiques provoque une augmentation du stress oxydatif. Cette étude ici, faite chez l'albatros errant, montre comment les individus exposés à la concentration plus élevée des pesticides et des PCB, ils montrent un dommage oxydatif aux lipides plus élevé. Ensuite, une étude similaire a montré comme dans les mouettes tridactyles, plusieurs contaminants, plusieurs PFAS sont associés avec un dommage oxydatif à les protéines. Bien qu'on a plusieurs évidences de l'effet des polluants organiques sur une augmentation de stress oxydatif, des études ont cherché d'évaluer l'effet des PFAS, par exemple, sur les télomères. Cette étude ici, faite dans les mouettes tridactyles dans les régions arctiques, ils ont investigué l'effet des PFAS sur la longueur absolue des télomères et n'ont pas trouvé aucune association significative. Mais il faut préciser que les télomères, la longueur absolue des télomères, est influencée par plusieurs facteurs et il y a une grande variation entre individus. On sait que chaque espèce a son taux de raccourcissement caractéristique et on sait aussi que certains facteurs comme le stress et les contaminants peuvent affecter leur taux de raccourcissement. Donc, c'est plus important d'étudier la dynamique des télomères, donc les changements de la longueur des télomères pendant le temps. C'est pour ça qu'ils ont continué à investiguer, ils ont analysé la dynamique des télomères et ils ont trouvé que les oiseaux exposés aux concentrations de PFAS les plus élevées présentent un taux inférieur de raccourcissement des télomères. Ce résultat, c'était curieux et un peu inattendu. Et c'est pour ça qu'après ma thèse, j'ai fait un postdoc à le Centre d'études biologiques des CICE pour effectuer une étude à long terme pour clarifier l'effet des PFAS sur la dynamique des télomères. Donc, on a étudié les mêmes sujets dans les mêmes endroits, donc dans les Svalbard, mais là, on a utilisé une autre espèce, la goéland bourgmestre. La majorité des oiseaux qu'on a capturés étant bagués, donc on a pu suivre les oiseaux pour plusieurs années et on a collecté beaucoup de data. On a échantillonné
les oiseaux à partir de 2012 jusqu'à 2017. Et donc, à la fin de notre expériment, de notre étude, on avait plusieurs oiseaux recapturés. Et on a pu estimer la longueur des télomères et la dynamique des télomères. Et avec un prélèvement de sang, on a pu aussi mesurer les niveaux d'épiphases. Dans ce cas ici, on a trouvé un résultat similaire. Donc, on a trouvé que les épiphases sont positivement associées à la dynamique des télomères, c'est-à-dire que les oiseaux avec des concentrations plus élevées de certaines épiphases montrent un taux inférieur de raccourcissement des télomères, donc les mêmes résultats. Ça a ouvert à des autres questions, parce que est-ce que cette association est due à un effet de l'épiphase sur la télomérase. La télomérase est l'enzyme qui ajoute les séquences nucléotides à la fin de l'ADN. Ou, par exemple, est-ce que c'était un effet masqué par des autres contaminants? Parce qu'on sait que les oiseaux sont exposés à plusieurs types de contaminants organiques et inorganiques. Donc, est-ce que l'effet, c'était à cause des autres contaminants? Ou est-ce que l'effet qu'on a trouvé, l'association qu'on a trouvée, provient d'autres facteurs? Imaginez, par exemple, si l'épiphase, l'exposition à l'épiphase diminue la reproduction, bien, on sait que la reproduction, c'est très costaud au niveau physiologique pour les oiseaux. Donc, les oiseaux qui se reproduisent peuvent avoir des conséquences positives sur la physiologie et donc aussi sur les télomères. Ou imaginez un autre scénario. Donc, les individus, les oiseaux en bonne santé, en bonne qualité, ils ont des télomères plus longs, mais il est capable de chasser les grands poissons, les plus grands poissons. Donc, il peut avoir aussi des niveaux plus élevés d'épiphases. J'ai dit ça parce que quand on étudie la relation entre les contaminants environnementaux et la physiologie, c'est vraiment difficile de faire une conclusion. Et il faut vraiment continuer à investiguer cette relation ici parce que c'est très important pour estimer les effets des contaminants environnementaux. J'ai parlé avant des polluants organiques et de diverses typologies, mais les oiseaux sont souvent exposés aussi à des polluants inorganiques, comme le mercure, l'arsenic et le sélénium. Mais il y a des polluants inorganiques, comme l'arsenic et le sélénium, qui sont considérés toxiques quand sont présents en quantité élevée, donc à des niveaux de concentration élevés. Mais quand ils sont considérés essentiels pour l'organisme quand ils sont présents à des concentrations réduites. Par contre, le mercure, c'est un polluant considéré toxique, même à faible concentration. Cette review ici, cette étude ici, fait en 2017, ils ont cherché d'évaluer tous les effets de l'exposition au mercure chez les oiseaux et ils ont conclu que le mercure peut avoir un effet négatif sur tous les aspects de la physiologie des oiseaux. Et ils ont trouvé aussi que la majorité des études montrent des effets négatifs du mercure sur la physiologie des animaux. Est très important de continuer à évaluer la contamination par le mercure parce que les projections de cette contamination par le mercure ne sont pas bien. On a une étude faite en 2013 qui a montré comme la méthylation du mercure. Donc, les changements du mercure inorganique à mercure organique qui est assimilé, la forme assimilée est toxique pour les oiseaux et pour les organismes vivants, peut augmenter en raison du réchauffement climatique. Il y a des autres évidences qui montrent comme la présence du méthylmercure dans les poissons est une augmentation. Et donc, ça, c'est très dangereux pour les oiseaux de mer. Et
il y a des autres prédictions qui montrent que même une réduction des émissions de mercure ne permettra pas de réduire les concentrations de mercure dans les milieux naturels en raison du changement climatique. J'ai parlé de tout ça parce que je voulais introduire aussi mon sujet de postdoctorat, de recherche, que c'est en continuation de mon projet de thèse que j'ai fait à l'Université d'Anvers en Belgique sur la frégate Superbe. La frégate Superbe est un oiseau très connu en Sud-Amérique et en Amérique centrale, dans les Caraïbes, par exemple, mais on était intéressé en population de frégates superbes en Guyane française, qui niche dans une petite île qui s'appelle l'île du Grand Connétable. Cette île accueille environ 1300 couples de frégates qui jusqu'à 2005 étaient en bonne santé. Mais à partir de 2005, il y a eu des poussins qui ont montré l'apparition de signes cliniques. Vous voyez à gauche, on a une image d'un poussin en bonne santé, mais à droite, on a une image des poussins qui montrent des croûtes sur le corps, sur la tête, mais aussi sur les ailes. Et on a continué à investiguer ça et on a vu qu'effectivement, pendant les périodes de reproduction, bien, les signes cliniques sont en augmentation et ils vont affecter intérieurement les oiseaux. Et on a estimé que 85 à 95% des poussins meurent chaque année de cette maladie et que la maladie est très probablement causée par un virus à l'herpès. Mais les herpesvirus sont largement diffusés chez les oiseaux domestiques et sauvages. On connaît des exemples avec les Marek's disease, les Duck plague ou les Pacheco's disease, mais les virus sont souvent latents et ne provoquent pas l'apparition de signes cliniques. Mais quand on a l'apparition de signes cliniques dans les populations naturelles, il suggère que les oiseaux, les individus sont exposés au stress. En Guyane française, on a des possibilités, des sources de stress possibles. La première source de stress possible, c'est une intoxication au mercure. En Guyane française, il y a beaucoup de minières d'or artisanales et illégales, et le mercure est utilisé pour amalgamer les particules d'or. Il y a plusieurs évidences qui l'ont montré, comme il y a une augmentation dans les dernières années de l'orpaillage illégaux. Et donc, imaginez qu'à partir de 1989 à 2007, donc une durée réduite, il y a eu une augmentation très évidente des courses d'eau potentiellement affectées par l'exploitation aurifère et donc par la contamination du mercure. C'est pour ça que pendant ma thèse, on a mesuré les taux de mercure dans le sang de tous les oiseaux qui nichent dans l'île du Grand Connétable. Et si on voit cette graphique, on a trouvé des concentrations très élevées chez la frégate Superbe comparées à les autres espèces qui nichent dans les mêmes îles. Cette concentration sont probablement liées à leur position trophique parce que leur position trophique est plus élevée comparée à les autres espèces. Mais si on compare ce niveau de contamination par rapport à des autres colonies considérées très contaminées par le mercure, on voit qu'effectivement, le mercure dans les frégates, c'est très élevé. Et donc, ça peut suggérer une intoxication en mercure. Une autre source de stress possible, c'est une pénurie alimentaire, donc un stress alimentaire. En Guyane française, la pêche aux crevettes était très productive à la fin de l'année 90. Et les frégates sont en forte association avec la pêche aux crevettes parce que la majorité des choses capturées par les pêcheurs, c'est du bycatch. Donc, ça, c'est vraiment une source de
une source alimentaire pour les frégates. Et la population des frégates est augmentée jusqu'à la fin de l'année 90 et l'année 2000. Mais en quelques années, l'exploitation excessive a conduit à une réduction dramatique et rapide de la pêche aux crevettes. Donc, les pêcheurs, ils ont arrêté le travail et on pense qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour les frégates. Une étude conduite en 2009, donc dans les mêmes, presque les mêmes années de l'apparition des signes cliniques, a investigué la relation entre la pêche aux crevettes et la conservation des frégates superbes en Guyane française. Si on regarde dedans l'article, et précisément cette partie ici, l'on conclut qu'en 2007, certains des 600 couples recensés n'étaient pas en mesure de nourrir leurs poissons, donc ils suggèrent un stress alimentaire. C'est pour ça que pendant ma thèse, j'ai fait des expérimentations sur les poussins pour réduire le stress. Donc, pour le stress nutritionnel éventuel, on a fait une expérimentation de supplémentation alimentaire. On a donné du poisson à les poussins des frégates. Et pour la possible intoxication par le mercure, on a supplémenté les poussins avec des pilules de sélénium. Le sélénium, c'est une manière organique, peut être essentiel pour l'organisme et il y a des évidences qui montrent comment il peut se lier à le mercure et créer un composé pas toxique, mercurysélénite, qui peut être excret et donc ça va réduire la toxicité du mercure. Ensuite, une augmentation de la biodisponibilité du sélénium peut être aussi important parce que c'est un élément essentiel à la vie de tous les organismes. Pour évaluer les effets de notre expériment on a mesuré différents traits physiologiques et on a aussi évalué les signes cliniques. Donc, on a estimé la sévérité des signes cliniques. On a prélevé du sang avant et après le traitement et on a pris aussi des photos des signes cliniques visibles au cours de l'évolution de l'infection. Et les photos ont permis de créer des groupes des oiseaux différents, donc des poussins sains ayant indiqué l'apparition des signes cliniques, des poussins qui ont récupéré de la maladie, des poussins qui n'ont pas survécu et des poussins qui ont une sévérité accrue des signes cliniques. Si on regarde les résultats de notre supplémentation alimentaire, on a vu de bons résultats, par exemple, sur la probabilité d'indiquer des signes cliniques, parce qu'on a trouvé qu'à cause des poussins sains ayant recours à une alimentation supplémentaire, n'a indiqué l'apparition des signes cliniques. On n'a pas trouvé des effets sur la probabilité d'améliorer, mais on a trouvé des effets aussi sur la probabilité de survivre. Donc, à cause des poussins supplémentés, n'est mort. Par contre, si on regarde les datas qu'on a sur la supplémentation avec sélénium, on n'a pas trouvé des effets bénéfiques sur l'évolution de la maladie, mais on n'avait pas une grande sample size, je ne sais pas comment dire en français, et aussi, mais on a trouvé que, par exemple, il a augmenté de manière significative la concentration de sélénium dans les sangs. Ici, vous voyez les concentrations de sélénium chez les groupes de contrôle, mais si on regarde les groupes sélénium, on a réussi à augmenter la concentration de sélénium dans les sangs. Mais les mêmes effets, donc une augmentation de sélénium dans les sangs, on a eu presque les mêmes effets avec une supplémentation de poissons. Le poisson est en fait riche en sélénium, donc on croit
il a fait presque les mêmes effets que les pilules de sélénium. On est encore en train d'analyser des résultats, ça sont juste des résultats préliminaires, mais pour l'instant, on croit que le stress nutritionnel semble avoir une incidence plus importante que l'exposition au mercure sur l'état de santé de l'époussant. Par contre, on a donné du poussant sans mercure, donc c'est vrai qu'on a pour réduire le stress nutritionnel éventuel, mais on a pu aussi causer une dilution de l'effet du mercure, donc une dilution sur la concentration du mercure, et on va investiguer ça. Ensuite, on a hypothétisé aussi que le stress nutritionnel des poussins peut être le résultat de la réduction des soins parentaux dû à l'exposition de mercure, donc un effet indirect de l'exposition au mercure. On a hypothétisé que l'exposition au mercure chez les parents peut causer une réduction des hormones qui contrôlent les soins parentaux, par exemple la prolactine et des autres hormones. Ça, donc, les adultes les plus exposés au mercure fournissent moins de soins parentaux. C'est-à-dire que, par exemple, il peut contribuer de manière moins intensive à la recherche de nourriture ou, par exemple, l'un des sexes peut abandonner les nids très précocement. Par exemple, les mâles peuvent abandonner la femelle tout seul, qu'elle n'est pas capable de fournir la nourriture nécessaire à l'épousant. Donc, pour faire juste un summary de toute cette situation ici, l'orpaillage et l'érosion du sol en Guyane française, il porte à une augmentation du mercure qui va se bioaccumuler chez les organismes vivants et va bien magnifier dans la chaîne trophique. Donc, les frégates superbes qui sont au top de leur chaîne trophique, ils présentent des taux de contamination par le mercure élevés. Et ça, c'est une possibilité, une source de stress possible. On a documenté aussi, et on va documenter ça pendant ma thèse, pendant ma recherche, si le déclin de la pêche aux crevettes et donc du bycatch peut créer aussi un stress nutritionnel à les frégates. Et on va voir si la contamination de mercure et le stress nutritionnel peut avoir un effet en synergie sur l'état de santé de les frégates. Et avec ça, je conclue et merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez compris ma présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Merci. Merci, Merico. Quelles questions? J'ai noté que j'ai parlé vite. Et mon français, c'est... Non, c'était bien. Vous avez compris tout. OK. Merci. Oui, Marie-Steph? Oui, j'ai une petite question. Enfin, c'est pas une question, c'est un commentaire, Enrico. Oui. En fait, quand tu montres les taux de sélénium, après supplémentation en sélénium ou après poisson, donc comme tu l'as dit, on obtient les mêmes niveaux. Donc, a priori, l'amélioration ne vient pas du sélénium, mais vient plus de l'apport en nourriture, puisque chez tes animaux juste traités au sélénium, tu n'as pas vu d'amélioration. Oui, ça, c'est... On croit qu'effectivement, il peut y avoir un effet combiné de l'exposition au mercure et de stress nutritionnel. Donc, s'il y a une combinaison de deux facteurs, le sélénium tout seul n'est pas capable d'améliorer la santé des oiseaux. Peut-être qu'il fait des changements au niveau physiologique, mais peut-être que si les oiseaux sont dans une condition de stress nutritionnel, ce n'est pas assez pour améliorer. Et du coup, sur la même longueur d'onde, donc les taux de sélénium sont bien augmentés. Donc ça veut dire qu'ils sont en carence avant ou là on est
les taux que tu observes chez les contrôles sont normaux, et là tu augmentes encore plus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une carence avant, ou vous considérez qu'ils sont en carence? Oui, ça c'est vraiment difficile à dire. Mais quand on a analysé les mercures dans les autres espèces, on a utilisé les sangs aussi pour analyser les niveaux de sélénium dans toutes les espèces. On a vu effectivement, on a calculé la relation entre les mercures et les sélénium dans toutes les espèces, et on a vu que dans la frégate Superbe, il y a une relation négative entre les mercures et le sélénium. On n'a pas de population de contrôle pour l'instant, on n'a pas de data des autres colonies et tout ça, mais on croit qu'il y a une possibilité que le sélénium c'est un facteur limitant. Donc, c'est peut-être, oui, on doit encore comprendre ça. Mais tu ne le vois pas chez les autres espèces où il y a du mercure, c'est ça? Tu n'as pas cette relation négative chez les autres espèces? Non, non, par contre, non. Les autres espèces n'ont pas beaucoup de mercure et ils ont plus de sélénium, mais chez la frégate, c'est l'inverse. Donc, ils ont beaucoup de mercure et moins de sélénium. C'est pour ça qu'on croit qu'effectivement, en supplémentation avec le sélénium peut aider les oiseaux à détoxifier. Oui. D'accord, merci. Merci à toi. Laurent? Oui, moi, ma question, c'était à savoir, qu'est-ce qu'on connaît du rythme circadien de la corticostérone chez les oiseaux? Et comment vous gérez justement le côté que c'est rythmique par rapport aux mesures de corticostérone? Vous pouvez demander encore une fois, désolé. Alors, on sait que chez la plupart des vertébrés, il y a le corticostérone est synthétisé de manière naturelle, de manière circadienne. Oui. Et donc, il y a un pic de corticostérone chez la plupart des vertébrés au cours de la journée. Et donc, je voulais savoir si c'était la même chose chez les oiseaux. Et dans ce contexte, s'il y a un pic de corticostérone chez les oiseaux, quand est-ce que vous faites vos prélèvements pour être sûr d'être dans une zone qui correspond vraiment à une augmentation due au stress et pas une augmentation due à la synthèse normale de corticostérone? Oui, c'est une bonne question. Bien, nous, on a mesuré, pendant ma thèse, on a mesuré les niveaux de corticostérone, mais on a mesuré les niveaux de corticostérone basal, c'est-à-dire on a prélevé les sangs within, je ne sais pas comment dire, avant 3 minutes après la capture. Et donc, ça te donne une information sur le niveau basal de corticostérone, mais on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de variations, donc on n'est pas sûr qu'on était capable de prendre le niveau basal de corticostérone. Pendant notre expérimentation, on a essayé de capturer les oiseaux tôt le matin ou vers le soir. Donc, et on a fait des analyses préliminaires dans notre data pour vérifier effectivement si l'horaire de capture, il y avait un effet sur les niveaux de corticostérone, et on n'a trouvé pas cet effet. Mais il faut aussi dire que dans notre étude, les niveaux de corticostérone, c'est le niveau chronique que c'est plus important. Donc, la variation journalière, c'est difficile à prendre en considération. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Sinon, j'avais une autre question, une seconde question qui était, vous voyez l'effet du stress par le système de l'axe hypothalamo et corticostérone. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'il y a du côté du système adrénergique? Non, pas encore. En fait, on a l'idée d'investiguer au niveau endocrinien, au niveau hormonal, et au niveau... non, ça, non, on n'a pas pris en considération encore ça. On croit qu'au niveau
endocrinienne, il y aura des effets parce qu'on croit qu'effectivement il y aura des effets, mais on n'a pas pris encore en considération ça. Vous suggérez de mesurer des autres biomarqueurs? Je ne sais pas, parce que le système adrénergique est aussi un système qui permet des réponses très très rapides, voire même plus rapides que le système corticostérone. Ah, ok. Vous considérez l'adrénaline, par exemple? C'est très compliqué d'analyser l'adrénaline chez les oiseaux sauvages. Ça, c'est pas facile. Non, mais c'est parce que ça peut être un autre système de réponse à un stress. Ah oui, oui. Surtout les stress violents qui sont rapides, ça peut être une autre solution. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, on a l'idée aussi dans les prochaines années, et quand on va faire encore du terrain sur cette population, on a aussi pris en considération l'idée de prélever des plumes parce que c'est difficile d'estimer leur niveau de stress, mais si on prélève des plumes, dans les plumes, il peut nous donner des indications plus précises sur le stress des oiseaux. Donc, on va essayer de faire ça. Pour des autres paramètres de stress, oui, professeur David a raison, c'est vraiment compliqué. C'est déjà compliqué capturer les oiseaux et faire un prélèvement de sang entre 3 minutes. C'est vraiment difficile. Donc, s'il y a encore une réponse plus rapide par l'adrénaline et tout ça, c'est encore plus difficile à faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Laurent. Giovanni? Oui, j'ai une question. Peut-être tu as déjà répondu, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez analysé bien les virus qui sont en train... Tu dis que c'est un herpès virus. Est-ce que vous avez, avec des virologues, essayé de voir la souche? Je pense que ça peut être très important aussi pour l'homme, pour comprendre comme des facteurs de stress ou des facteurs de l'environnement peuvent produire quand même la formation quand même d'herpès qui soudain a lieu quand il y a quelqu'un de faible ou quelqu'un de stressé. Mais ça pourrait aider à comprendre, je ne sais pas. Je me demande si vous avez regardé. Oui, ça c'est vraiment une bonne question. Bien, on a collaboré avec un institut de virologie pendant ma thèse. On a essayé d'analyser tous les virus présents dans le sang. On a exclu la présence des autres virus comme les poxvirus, des infections hématologiques, des infections bactériennes. On a trouvé juste des grandes quantités de herpès virus dans les signes cliniques. Après, on a essayé de développer une méthodologie pour quantifier aussi les virus, mais ça, c'était très compliqué, c'était inefficace. Les problèmes avec les herpès virus, c'est qu'ils sont souvent latents et les sites de latence peuvent varier beaucoup entre chaque individu. On a essayé d'analyser la présence de l'herpès dans les sangs. On a utilisé les globules rouges, les plasmas, les baphicotes, et on n'était pas capable de quantifier l'herpès. Après, on a essayé avec des swabs, tampons. Je ne sais pas comment dire en français, mais cloacal swabs. C'est comment les tests de dépistage pour le coronavirus? Oui, dépistage. C'est plus facile de faire les tests de dépistage du coronavirus. Oui, bien sûr. En fait, on a effectivement trouvé, c'est certains oiseaux avec les signes cliniques, on a trouvé des grosses quantités de virus avec du dépistage dans la cloaca ou dans la bouche. Mais il y a une impossibilité pour nous de quantifier les virus en relation à les matériel qu'on a prélevé. Et donc, il y a trop de variations entre chaque individu, il y a trop de variations des manipulateurs, de l'étape de dépistage
à l'intérieur des oiseaux de la profondité de la profondité des dépistages. Donc, on n'était pas capable de faire ça. Et avec les herpes virus, c'est presque impossible. Vous n'avez pas séquencé le virus pour savoir exactement quelle souche, comme les gens de Wuhan ont fait avec les chauves-souris. Ça me fait penser à des choses comme ça. Le Covid des chauves-souris. Non, quand même, c'est bien. Non. Merci. Il a été séquencé une petite part du virus, oui, pas tous les génomes, mais seulement une partie du virus. Et justement, pour les virus, là, je voulais revenir là-dessus. Donc, ce que tu voulais dire, c'est que les oiseaux qui n'ont pas de signes cliniques, tu n'arrivais pas à savoir s'ils avaient le virus ou pas, c'est ça? Oui, parce que la difficulté, c'est d'avoir des vrais contrôles. Parce que c'est clair que si on a des oiseaux sans signe clinique, peut-être que l'infection est déjà commencée dans ces oiseaux. Ouais. Et donc, ça, c'était notre priorité. Mais à la fin des 4 années d'études et de collaboration avec l'Institut de virologie, on a décidé que la seule manière pour étudier ce phénomène ici, c'est d'évaluer les signes cliniques visibles. D'accord. Mais je suis d'accord, on a aussi conclu qu'il y a trop de variations, il y a des confounding factors. Et c'est pour ça que pour mon projet de postdoctorat, j'ai prévu aussi de capturer les poussins plus petits avant l'apparition des signes cliniques. Et de cette manière ici, peut-être qu'on va réduire encore plus la variation et donc on a des résultats plus, plus efficaces. Mais c'est vrai que ça, c'était un des points qu'on voulait aborder, les questions qu'on a posées, parce que c'est important de savoir s'ils ont le virus ou pas. Donc, c'est dommage que vous n'arriviez pas à faire... c'est des tests PCR derrière? C'est quoi que vous faites? Oui, on a fait des tests PCR. Oui, on a utilisé des séquences très connues des herpes virus parce que les virus s'étaient isolés et effectivement, on a vu que la séquence c'est spécifique chez les frégates. Mais il y a une partie en commun avec les virus, les vulture herpes virus ou les virus herpes virus chez l'homme. Donc, ils ont utilisé des séquences d'herpes virus déjà connues et maintenues dans le génome du virus. Ils ont développé des tests PCR. On a essayé avant avec des tests PCR normaux. Et avec ça, c'est possible effectivement de trouver les virus dans la majorité des individus. Mais quand on a essayé la quantification du virus, ça, c'était trop difficile. Ouais. C'est juste, c'est là ou pas là, mais tu n'arrives pas à quantifier, quoi. Oui, c'est là ou pas là, mais aussi quand c'est là ou pas là, ce n'est pas 100% sûr parce que on sait que la majorité des individus, il peut avoir du virus. Nous aussi, la majorité de nous peut avoir de l'herpes virus. Donc, si je fais un dépistage, peut-être qu'il trouve de l'herpes virus. Mais ça, c'est pas le même que dire que j'ai fait une maladie. Je suis en bonne santé. Le virus est dans un état de latence. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. D'accord. Mais il y a d'autres colonies de frégates qui ne sont pas comme celle-là, qui ne sont pas infectées. Peut-être ailleurs dans le monde. Il peut être un bon contrôle, peut-être. Oui, et effectivement, pendant ma thèse, on a visité aussi des autres colonies. On a visité des colonies dans les Caraïbes, mais on a trouvé aussi que certains adultes, ils montrent des signes cliniques similaires à les adultes des frégates superbes en Guyane française. Par contre, on a essayé aussi des autres colonies sur la côte pacifique
Et donc, on a essayé en population des frégates au Mexique qu'on cherche d'utiliser comme contrôle. On n'a pas encore utilisé ça, mais on va utiliser les échantillons comme contrôle. OK. Donc, des deux dernières questions, Nicolas et après Marc. Étant donné que tu disais que le mercure pouvait avoir aussi un effet sur les adultes et leur comportement, et qu'il y a un effet alimentaire finalement dans la gravité de la maladie, je me demandais s'il y avait un moyen d'estimer si comment dire, l'intoxication au mercure avait un comportement sur un effet sur le comportement de nourrissage des petits. Si il y avait moyen de comparer ça justement avec une des autres colonies que vous avez observées. Oui, effectivement, on a des indications, on a juste des observations qui suggèrent ça. Parce que la frégate Superbe, il a un comportement parental pas condivisé. Les mâles montrent une grande variation des attachements en nid. Donc, il y a des mâles qui restent en nid pour plusieurs semaines, mais il y a des autres mâles qui restent en nid juste quelques jours. Donc, il y a une grande variation. On a observé ça aussi en Guyane française et c'est pour ça qu'on s'est demandé peut-être que le mercure est trop élevé et les mâles les plus contaminés, ils abandonnent le nid parce que c'est trop dangereux, c'est trop costaud, ils abandonnent le nid et ça, donc, affecte la nutrition des poussins, va diminuer l'alimentation des poussins. Okay. Ça, c'est un autre objectif de l'étude. Ça, c'est un autre objectif. Marc? Oui, alors j'avais plusieurs questions. Oui. Tu sais que dans les collections du muséum, il y a beaucoup d'animaux et je pense qu'il y a aussi des frégates. Est-ce que tu ne pourrais pas tester dans des collections s'il n'y a pas de l'herpès virus dans des spécimens qui sont maintenus dans l'alcool ou dans le formol si tu ne peux pas voir s'il y a déjà de l'herpès virus dans des spécimens qui sont anciens et qui n'auraient pas forcément eu de problème. Donc ça, est-ce que tu sais si cet herpès, il peut être conservé dans les collections ou pas? Est-ce que tu peux Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si les matériaux génétiques de l'herpès peuvent être conservés assez longtemps. Et on avait une idée d'utiliser des spécimens de muséum pour faire des choses similaires. On n'a pas pensé à l'herpès virus. On peut essayer ça, mais on a une idée générale, c'est que le virus était déjà présent avant l'apparition des signes cliniques, donc quand la population était en bonne santé. Mais c'est juste un changement de situation. Donc, comme j'ai dit, le stress dû à la pénurie alimentaire, à la diminution des bateaux à pêche et l'augmentation qu'on a vue du mercure, ils ont causé l'apparition des signes cliniques. On croit que l'herpès, c'était déjà présent. On peut utiliser les spécimens du muséum pour voir effectivement les trends du mercure dans les plumages. Ça, c'est une chose qu'on avait pensé parce que dans les autres colonies des frégates, on sait que le niveau de mercure, c'est assez stable, mais en Guyane française, on croit et on a des preuves qu'il est augmenté. Donc, peut-être que les oiseaux ne sont pas capables de faire face à cette situation d'augmentation de mercure et on voudra démontrer ça avec les spécimens. Oui, bonne idée, merci. Tu ne penses pas que la plupart des frégates, elles sont déjà contaminées et comme disait Giovanni, c'est visible chez l'homme, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'herpès et c'est sous l'effet d'un certain stress que cet herpès se déclenche et provoque des diseases sur l'animal. Et alors, tu l'as dit, des problèmes de nutrition, des problèmes de mercure, est-ce que c'est pas justement
ces facteurs-là qui déclenchent un effet nocif de l'herpès sur les frégates? Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça, mais il faut démontrer. Il peut avoir l'effet de l'émercure sur les adultes, comme on a dit. Il peut avoir aussi l'effet de l'émercure sur les poussins, l'effet de la malnutrition sur les poussins et un effet combiné de ces facteurs. Dans mon postdoc, si les coronavirus me permettent, j'ai l'objectif de faire une autre expérimentation sur les poussins pour effectivement démontrer ça. Donc, l'idée, oui, c'est que presque tous les poussins ont de l'herpès, mais c'est juste dans les poussins qu'ils souffrent du stress qu'on voit les signes cliniques. Merci. Merci à vous. Ok, Mac, tu as une dernière question? Ton micro? Non, c'est bon. Merci. Non. C'est Marc Gèze. Mac? On t'entend pas, Mac. Mac, on t'entend pas. Voilà, mais excusez-moi, j'avais coupé mon micro pour éviter des commentaires intempestifs. Oui, c'était par rapport à la proposition de Marc là, qui proposait d'aller chercher dans les spécimens des collections. C'est ce qu'ils ont fait pour les chauves-souris, d'ailleurs, si je me semble. Bon, c'est juste un petit commentaire. Il va falloir trouver des vieux spécimens, parce que ça fait des dizaines, voire des centaines d'années que l'homme salopège la planète avec du mercure. Donc pour le mercure, après pour l'herpès, ça, je ne sais pas. Il y a des vieilles collections partout. Et c'est plus facile, je pense. C'est plus facile, je pense, de faire des prélèvements sur des collections patrimoniales à droite et à gauche que de faire des prélèvements sur des animaux. Oui, non, mais c'est très bien. Mais du mercure, il y a longtemps qu'on pollue la planète avec du mercure, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est juste un commentaire par rapport aux recherches de traces. Ouais. Ok. Voilà. Non, c'est absolument vrai. Mais en Guyane française, c'est augmenté beaucoup. On sait que le mercure est un contaminant qui va bioaccumuler et biomagnifier. Et donc, si la production est augmentée, on va avoir une augmentation aussi chez les oiseaux. Ça, c'est clair. Donc, ça peut aider à construire des trends de mercure. Et je voulais profiter juste pour te féliciter parce que c'était très, très clair. Et une dernière question, oui, puisque tu te posais des questions, voilà, j'essaie d'y répondre. Moi qui ne suis pas naturaliste, voilà, la frégate, c'est un énorme oiseau, il me semble, non? C'est assez grand, oui. Hein? Oui. C'est grand, c'est grand. Par rapport à un goéland, c'est plus grand encore. Ah oui, c'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Si on considère les plus grands goélands, on peut dire que c'est plus ou moins les doubles. Mais par contre, les dimensions sont très grandes parce qu'ils ont des ailes assez grandes. Oui. Mais les poids des oiseaux, c'est pas beaucoup. C'est juste 1,5 kg, un peu plus. Donc, comme un goéland, mais les ailes et la structure corporelle, c'est très léger, mais très grand. Ouais. C'est eux qui sont capables de traverser l'océan? Exactement. Il peut rester plusieurs semaines dans les vols. Il utilise les courants ascensionnels. Oui. Voilà. Bon, merci. Ok. Merci beaucoup, Américo, et pour ces échanges. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, donc on aura un autre webinaire présenté par Sébastien Duperron sur le continuum hôte microbiote environnement. Donc, bon appétit.
Au revoir, à la semaine prochaine. Merci.